Bonjour, chers téléspectateurs. Fidèles à notre rendez-vous, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 novembre 2024 et nous allons essayer de présenter une thématique qui, j'ose espérer, va vous intéresser. Mais avant de faire et de présenter la thématique, je voudrais faire un certain commentaire. Le premier commentaire est que c'est avec beaucoup de peine que nous avons réalisé cette émission pour une raison simple. Le problème d'électricité, le problème de connexion et le problème de réseau. S'agissant du courant, nous vous l'avons toujours dit et assez souvent nous l'avons repris. Le Congo va mal, très mal. Et là, on est dans une manifestation flagrante de ce que nous avons toujours dénoncé, mais que nous réalisons finalement. Maintenant, en ce qui concerne les informations, avant de passer à la thématique principale, j'ai un certain nombre d'informations à vous donner. La première, vous la connaissez déjà. Vous savez que le président Trump a été réélu président des États-Unis avec une caractéristique essentielle. Il a la majorité au niveau du Sénat, il a la majorité au niveau de la Chambre des représentants et il a la majorité à la Cour suprême, ce qui semble-t-il extraordinaire en ce qui concerne la présidence des États-Unis. La deuxième information que nous tenons à vous donner, c'est la vidéo qui circule, qui fait apparaître clairement qu'il y a une crise au Mozambique. Crise qui porte sur les accusations sur le président Paul Kagame et sur les forces rwandaises, sur le pillage qui est organisé dans ce pays. Et en ce moment de 10 ans, nous pensons à l'attitude, à la réaction, à la position qui a été celle des Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, sur le problème de la vente ou de la cession des terres aux Rwandais, où nous nous sommes levés pour dire non. Et nous constatons malheureusement que jusqu'à présent, les gouvernants n'ont pris aucune disposition pour aller, comme nous l'avons demandé, à l'annulation pure et simple de tous ces accords. Et nous avons toujours signalé qu'il y avait un agenda caché dans cette histoire et qu'il faut que nous nous battons pour que cela ne se réalise jamais. Crise au Mozambique. Accusation contre Kagame et l'armée rwandaise de piller le pays. La guerre elle-même est confiée sur le terrain à des délégations, tandis que nos frères sont envoyés là-bas sans savoir pourquoi ils se battent. Il s'agit d'une guerre contre des insurgés, mais on en profite pour céder notre territoire à l'influence des Rwandais. Nous disons que nous perdons notre souveraineté dans ce pays. Nous, Mozambicains, ne contrôlons plus notre propre pays, car ce sont les Rwandais qui dirigent nos ressources et qui contrôlent également notre territoire. Nous observons aussi que des personnes sont enlevées à Maputo, notamment des entrepreneurs qui pourraient investir et créer des emplois. Pourtant, nos frères de la PRM, police de la République du Mozambique, ne disent rien à ce sujet, car il y a une grande complicité parmi de hauts responsables. Le troisième aspect que nous avons abordé, nous avons vu et nous avons suivi à travers les informations que le président Denis Sassou Nguesso a accordé une audience à M. Jérémy Robert, qui est le conseiller Afrique du président Macron, et qui était porteur d'un message au président Denis Sassou Nguesso. Ce qui s'explique certainement par l'absence du président Denis Sassou Nguesso au dernier sommet France-Afrique. Ce qui s'explique également par le fait que le président Sassou a pris part au dernier sommet des BRICS, au cours desquels il a déposé la demande d'adhésion du Congo aux BRICS. Et il y a un troisième élément assez important, c'est la sortie du livre dans lequel Robert Bourgi fait des révélations fracassantes sur la France-Afrique. Et dans ces révélations, le Congo occupe une place extrêmement importante. Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique. C'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milo. Bonjour.
Robert Bourgi. Bonjour, Monsieur Perelman. Alors, c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, OK, banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait, il me dit je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je prenais la tâche de Monsieur Chirac. Je lui dis voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit vous bon étiez voilà. là. Et vous étiez là Toujours. Pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, Monsieur Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage? Jamais. Oh. C'est mal me connaître. Mais nous tenons à rappeler cela, parce que nous souhaitons que dans les relations de coopération entre le Congo et la France, que celles-ci soient basées sur la sauvegarde des intérêts mutuels, sur le fait que l'on doit avoir une coopération sur le principe gagnant-gagnant qui privilégie les intérêts tant du peuple français que du peuple congolais. Et nous osons espérer que les leçons vont être tirées sur tout ce que Robert Bourgi a dit et sur d'autres aspects pour que nous essayions d'y arriver. Maintenant, le message qui vient après concerne la situation intérieure. Vous savez que le Congo connaît une situation économique, financière et sociale extrêmement difficile. Et il s'est passé qu'au cours de la semaine qui se termine, on a payé 2 mois de pension aux retraités. Et on a entendu dire qu'il s'agit de mois de juillet et d'octobre. En fait, les retraités qui avaient déjà cumulé près de 39 mois avant l'année 2024 accusaient déjà pour cette année 2024 4 mois. Et moi, j'ai été surpris que nos syndicalistes, en sortant de la réunion qu'ils ont eu avec, soi-disant, le directeur général de la FED, se sont mis à féliciter le président de la République pour ce qu'il a fait. Et moi, je ne partage pas cet avis de façon claire. Pourquoi? Parce que la pension est un droit, c'est une aumône. Elle n'est pas payée sur la base de l'argent du président de la République. C'est une obligation. Les pensions, comme les salaires, comme les bourses, font partie de ce que l'on appelle les charges incompressibles de l'État. Et tout apparaît comme si les gouvernants affament de façon exprès, dans tous les cas, nous l'avons déjà dit, qu'ils prennent des dispositions pour plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et nous osons espérer que le problème des retraités, qui ne concerne pas que les 4 mois d'arriéré de 2024, soit bien vu et soit réglé dans les meilleurs délais. Vous savez bien qu'il y a 39 mois d'arriéré avant 2024. Vous savez bien qu'il y a un problème de l'harmonisation du point d'indice à 300 pour la plupart des retraités. Vous savez bien qu'il y a les différentiels et vous savez bien que toutes ces situations ne sont pas vues. Et assez souvent, nous avons fait des propositions. Malheureusement, les gouvernants sont restés très inquiets. Mais nous attirons l'attention des gouvernants
sur la situation de l'année 2025, parce que nous avons jeté un coup d'œil sur l'avant-projet de loi des finances de 2025 et nous avons regardé la cotisation sociale. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y est prévu que 62 milliards de francs CFA. Et nous disons, en termes de gouvernance, en termes de gestion, que cette somme ne permettra pas de couvrir les 12 mois de l'année 2025. Et il est bon que les dispositions soient prises pour qu'au niveau du Parlement, cette situation soit réglée. Et ensuite, pour que les gouvernants considèrent les salaires, les bourses, les pensions comme des charges incompressibles qui sont prioritaires et qu'on ne devrait plus connaître des arrêts. Alors, sur ce sujet, moi je propose que pour l'année 2025, qu'il n'y ait aucun retard de paiement de pension, tout comme des bourses, comme des retraites, mais ensuite que l'on négocie la situation pour qu'on arrive à un accord pour l'appurement de toutes les situations passées. Mais je crois qu'il faut que les gouvernants aient beaucoup plus du respect pour les retraités. Et nous osons espérer, comme la promesse avait été faite par Anatole Polyné-Maposso, le Premier ministre, que d'ici décembre, ils vont finir par payer et les mois restants, c'est-à-dire le mois de novembre et le mois de décembre, et enfin le mois d'août et le mois de septembre. Maintenant, le point qui vient après, nous tenons à donner l'information au Congo, parce que nous l'avons découvert dans plusieurs médias et sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre sénégalais, Sonko, a révélé au grand public le montant du salaire du Premier ministre. Ce qui faisait beaucoup de spéculation dans ce pays, qui tient beaucoup à la transparence, ce qui n'est pas le cas de notre pays au Congo. Parce que les Sénégalais avaient découvert à travers la déclaration de patrimoine du président de la République que le président de la République gagnait 4 800 000 francs et qu'ils étaient très intéressés et ils se disaient qu'il fallait que le Premier ministre fasse connaître le montant de son salaire. Évidemment, il a fait connaître. Et pour les Congolais, il faut qu'ils sachent. Le salaire du Premier ministre sénégalais est de 4 300 000. Celui du président de la République est de 4 800 000. Donc, un écart de 500 000. Le salaire du ministre d'État sénégalais est de 4 millions. Et le salaire du ministre est de 3 800 000, excepté 2 ou 3 ministres qui, pour des situations particulières, peuvent avoir un salaire de 200. Vous voyez bien, lorsqu'on regarde la situation, le Premier ministre congolais qui gagnerait 25 millions de francs CFA gagnerait en fait 5,2 fois le salaire du président sénégalais et 5,8 fois le salaire du Premier ministre sénégalais. Ce qui nous amène à nous revenir sur une question que vous connaissez bien. Comment comprendre les difficultés de ce gouvernement d'aller à la réduction du train de vie de l'État, surtout au moment où on parle des difficultés financières et d'un certain nombre de choses. Et je crois que c'est extrêmement important. Et je crois qu'il faut que le gouvernement congolais réfléchisse et regarde, parce que les Congolais souffrent trop et on ne peut pas trouver la situation. Maintenant, l'information qui vient par la suite, elle concerne plusieurs sites. Mais j'ai retenu celle du site Afrimat, qui a dit clairement que le Congo est au bord de la faillite et que le Congo privilégie par obligation le paiement des dettes, le remboursement des dettes, au détriment du paiement des salaires, au détriment du paiement des pensions et au détriment du paiement d'un certain nombre de choses. Mais le site relève en réalité, il s'agit d'une question de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion et que le Congo privilégie les avantages des privilégiés qui ne sont nullement intéressés, qui ne sont nullement bouleversés. C'est pour ça que nous revenons et nous disons qu'à chaque fois, le gouvernement a voulu expliquer la crise, surtout sur le plan économique et financier, voire social, par soi-disant une crise économique et une crise mondiale, ce qui est faux. Il s'agit dans notre cas de la mauvaise gouvernance. Je suis né ici, mais j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres accédant aux combines du pouvoir ont mis en péril la vie de cadres formés au
niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au... et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Et je tiens à rappeler, notamment au gouvernement, que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir dans les années 1997, 2002, ils n'ont cessé de critiquer la gestion du président Lissouba, en la considérant de chaotique, en considérant que le président Lissouba violait les lois et règlements de la République. Mais aujourd'hui, il faut que les gouvernants se rendent compte que la situation est pire sous le président. Et en termes de rappel, nous tenons à rappeler que dans le cadre de l'affaire Oxy, le président Lissouba a été jugé et condamné par contumace à 30 ans de travaux forcés. 30 ans de travaux forcés. Il a payé une amende de 25 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il y a pire. Mais les responsables des principaux, des grands scandales économiques et financiers, ils ne sont nullement inquiétés, ils ne sont nullement interpellés au-delà des déclarations qui sont faites à plusieurs reprises. Et cela est véritablement regrettable. Mais ça veut dire que ça nous permet de faire l'enchaînement avec la thématique que nous avons souhaité voir développer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tenu, après que des voix se soient élevées, après nos émissions, pour dire que le Congo ne connaissait pas une crise politique, mais que le Congo connaissait plutôt une crise économique et financière qui avait des effets pervers sur la situation sociale. Aujourd'hui, nous tenons à dire aux Congolais que la crise congolaise, elle est véritablement politique. Elle est multidimensionnelle avec un volet politique extrêmement préoccupant. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle du Congo qui est en faillite, il faut voir tous les autres volets. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher pour essayer d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi nous pensons que le volet politique, que la crise congolaise est extrêmement importante. C'est pour ça que nous allons commencer à situer les origines de cette crise. Pour situer les origines de cette crise, nous n'allons pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé lors de la guerre du 5 juin 1997. Nous allons juste rappeler que cette guerre s'est terminée le 15 octobre 1997, que le 24 octobre 1997, la constitution de 92 a été abrogée. Elle a été remplacée par un acte fondamental qui a été adopté et qui a été exécuté comme constitution de l'État. Maintenant, par rapport à cet acte fondamental, il y a un article 84 qui est très important dans ce qui s'est passé dans notre pays. En quoi cet article 84 est très important? Parce que l'article 84 de l'acte fondamental dit clairement que les institutions politiques de la transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des institutions issues des élections. Et figurez-vous que la transition était prévue pour une durée de 3 ans, mais il faut que l'on sache que la constitution, la transition en a finalement duré 5 ans. Donc, dans la presse, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé après cela, c'est que le 20 janvier 2002, il y a eu un référendum constitutionnel. On a adopté la constitution du 20 janvier 2002. Et cette constitution renferme un article extrêmement important. C'est l'article 48, qui dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et lors de la cessation de celle-ci. Écoutez bien, il est indiqué que l'inobservation de cette disposition entraîne la déchéance des fonctions conformément à la loi. Et c'est important, parce que dans la pratique,
l'élection présidentielle s'est passée en mars 2002. Les élections législatives se sont déroulées en mai et juin 2002. Et enfin, les élections sénatoriales se sont déroulées en juillet 2002. Maintenant, dans la pratique, l'Assemblée nationale a été installée le 10 août 2002 et a élu le président Jean-Pierre Tistelactuala comme président. Le Sénat a été organisé a été installé le même jour, c'est-à-dire le 10 août, et a élu Ambroise Moumazalaï comme le président du Sénat. Mais la caractéristique essentielle, c'est qu'au moment où ils sont installés, avec les membres du bureau, avec les membres des commissions, etc., personne n'a daigné déclarer son patrimoine. Ce qui veut dire que pour l'Assemblée et le Sénat qui devraient être considérés comme des contre-pouvoirs dès l'entrée en vigueur de la Constitution, cette Constitution est venue. Et finalement, le président de la République a prêté le serment le 14 août 2002 dans les mêmes conditions. Le gouvernement qui a été nommé par la suite, les ministres ont été nommés, ils ont pris la fonction sans jamais déclarer leur patrimoine. Ça veut dire que dès l'entrée en vigueur de la Constitution du 20 janvier 2002, elle est violée. Elle est violée particulièrement par les plus hautes autorités de l'État, à savoir le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le Premier ministre et les autres ministres, donc probablement tous les responsables des autres institutions. C'est cette situation, à notre avis, qui est l'origine de la crise politique, qui perdure et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la question qu'on peut se poser, comment expliquer cette situation? Assez souvent, là, les gouvernants ont évoqué l'argument selon lequel cette situation s'expliquait par le manque de textes d'application, véritablement fallacieux, véritablement ridicule. Mais qui devait prendre les textes d'application si on considérait tant que ça que la Constitution est sacrée et que tout citoyen a le devoir de la respecter, comme il est dit dans l'article 50 de la Constitution du 20 janvier 2002. Alors, nous, on a une raison. Il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'on arrive à cette situation. La première raison, c'est la peur de la transparence. C'est la peur de la transparence. La deuxième raison, c'est une volonté manifeste d'aller à l'enrichissement illicite pour ne pas permettre que cela soit bien connu. Et la troisième raison, comment les gouvernants pouvaient rentrer dans ce piège alors que une des grandes critiques qu'ils formulaient au pouvoir du président Pascal Lissouba, c'était la violation répétée des lois et règlements de la République. Et c'est en ça, finalement, que sous la pression des institutions de Bretton Woods, qu'en 2019, la fameuse loi, le fameux texte d'application a été pris. Et on a démarré son application en 2021 avec Anatole Collinet-Maposo comme Premier ministre. Malheureusement, le constat qui a été fait, c'est que ce qui s'est fait en 2021 ne s'est pas fait conformément à la Constitution, ne s'est pas fait conformément aux lois et règlements de la République. Et un citoyen a introduit un recours. Il a eu raison. Ce texte devait être amendé. Mais depuis que l'amendement est rentré au niveau du Parlement, il n'en sort plus. Et plus personne ne déclare son patrimoine. Ça veut dire que nous continuons dans la même situation. Et nous n'avons de cesse de répéter cela. Et je crois que c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage que l'on puisse essayer de regarder ce genre d'aspect. Maintenant, au-delà de ça, il faut regarder les autres aspects. Les autres aspects, nous les avons assez souvent. Le premier aspect que nous avons, je dois rappeler au Congolais, en décembre 2019, il s'est tenu le congrès, le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, qui a été présidé par le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moulin, qui était en même temps président du Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé d'important au cours de ce congrès? Mais ce qui s'est passé d'important au cours de ce congrès, c'est que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire Denis Sassou Nguesso comme
président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de la Constitution du 20 janvier 2015, qui stipule clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et ce commentaire a été fait. Et lorsqu'il est fait, tous les membres du bureau politique sont présents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de l'Assemblée, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les autres dignitaires du pouvoir violent en plein jour la Constitution. Et aujourd'hui, et les cadres, et les dirigeants, et les militants du PCP ne se gênent pas de répéter à longueur des journées que le président de la République est président du comité central du Parti congolais du travail. Un citoyen a introduit un recours sur l'inconstitutionnalité de l'élection qui a permis la reconduction du président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail. En réponse à cette requête, la Cour constitutionnelle a réagi en prenant la décision 005 par DCC, par SPA, par 20 du 31 juillet 2020, à travers laquelle elle s'est déclarée incompétente, à travers laquelle elle a choisi d'en faire notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au président, au Premier ministre, plutôt chef du gouvernement, au ministre chargé de la Justice, au ministre chargé de l'Intérieur. Une nouvelle fois, on constate que les plus hautes autorités de l'État sont bien au courant de cette décision qui est prise en juillet 2020 jusqu'à présent. Ce problème n'a pas trouvé de solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus hautes autorités congolaises savent que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail et que le président du Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. La logique aurait voulu que le Parti congolais du travail soit sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis, qui dit clairement qu'en cas de violation des lois et règlements de la République ou de troubles à l'ordre public par un parti politique ou bien par un groupement politique, le parti concerné est sanctionné, est suspendu en fait par le ministre de l'Intérieur qui ferme ses lois. Pouvons-nous comprendre pourquoi jusqu'à présent le Parti congolais du travail n'est pas sanctionné? Bien au contraire, pouvons-nous comprendre comment le ministère de l'Intérieur, qui est bien informé de la situation, prend des actes comme l'arrêté numéro 13205 du 21 octobre 2020 et de même que les directeurs généraux de l'administration du territoire pour déclarer le PCT et plusieurs autres partis conformes à la loi alors qu'ils ne le sont. Et le faisant, ils excluent des partis qui normalement auraient dû considérer comme conformes. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Et comment le ministre de l'Intérieur s'en ressent? Mais après ce volet, nous passons à un volet plus important. C'est cette justice qui fonctionne à deux vitesses. Elle s'acharne sur les opposants et laisse libre les responsables des scandales de crimes économiques et financiers, qui ne sont nullement inquiétés. Les gouvernements ne se préoccupent même pas de ce que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde et que son indice de perception de la corruption est médiocre, qu'il est de 22 sur 100. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents.
Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Ce qui devrait être extrêmement préoccupant. Mais au-delà de ça, nous arrivons à notre aspect. Toujours de cette crise politique, c'est la gouvernance électorale. Déjà, nous pouvons relever que le président de la République étant président du Parti congolais du travail, le Parti congolais du travail, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. Et nous n'avons de cesse de dénoncer cela. Mais le gouvernement semble ne pas tenir cela en ligne de compte. Et c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Mais en plus de ça, il s'est tenu depuis 2009 un certain nombre de concertations politiques qui n'ont en rien fait avancer la gouvernance électorale. Et les problèmes qui concernent la gouvernance électorale sont pendants, comme la mise en place d'une véritable commission électorale indépendante aux standards internationaux, ce qui n'est pas le cas. Comme le problème de la maîtrise du corps électoral, comme le problème de la fiabilité des listes électorales, comme le problème du plafond, de la fixation du plafond des dépenses lors des campagnes électorales. Et ça, c'est véritablement préoccupant. Ça, c'est véritablement préoccupant. Alors, au moment où on approche de l'élection présidentielle, au moment où le mandat du président de la République tend vers sa fin, parce qu'on peut rappeler aux Congolais que si, selon les dispositions qui ont été prises, il reste pratiquement, sauf si on se trompe, près de 225 jours pour le mandat du président Denis Sassou Nguesso pour l'année 2026. Et je crois que les dispositions devraient être prises pour que l'on essaie d'avancer. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est coincé parce qu'aujourd'hui, les Congolais savent qu'il a pris des textes déclarant des partis qui ne sont pas conformes à la loi, Il a pris des textes organisant des concertations nationales qui ne sont basées sur aucune base juridique. Et pourtant, la Constitution du 25 juillet 2015 prévoit dans ses articles 227 et 228 la tenue d'un Conseil national de dialogue. Mais figurez-vous que depuis 2015, le Conseil national du dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Et on a mis la charrue avant les bœufs en nommant Martin Berry
comme secrétaire permanent. Et il n'y a que Martin Déby qui existe. Les autres membres de ce fameux conseil n'ont jamais existé. De sorte que lorsqu'on parle de dialogue, est-ce que les gouvernants ont voulu véritablement organiser un dialogue dans ce pays? Mais nous dirons, nous tenons à rappeler que si les gouvernants actuels ont défendu à l'extérieur du Congo, en Centrafrique, ils défendent en Libye aujourd'hui, etc., la thèse de la tenue d'un dialogue national inclusif, mais au Congo, ils s'en sont toujours refusés. Ils ont pratiquement toujours marqué une opposition. Et pourtant, les articles 227 et 228 de la Constitution disent bien que ce Conseil national, qui est un organe d'apaisement, de recherche, de consensus, etc., devait se retrouver pour examiner les problèmes politiques d'intérêt général. Et pourtant, pourquoi ça n'a jamais été fait? Comment expliquer qu'on est arrivé à la situation de crise qu'on connaît aujourd'hui, alors que nous avons plein de problèmes et que nous ne les avons pas résolus? Maintenant, dans ce créneau, ce que nous voulons aborder, c'est le changement de constitution. Nous tenons à dire aux téléspectateurs que, figurez-vous, pour le changement de constitution, quand on prend le livre du président Denis Sassou Nguesso, parler de l'Afrique, une question lui a été posée et on lui avait des journalistes, lui avaient demandé s'il était élu en 2009, si c'était son dernier mandat. Il y a répondu clairement. Effectivement, la Constitution ne prévoit que 2 mandats pour le président de la République. Par contre, on a découvert à travers le livre de Jean-Louis Debré que le président Sassou avait envoyé des émissaires auprès du président du Conseil constitutionnel français pour voir comment on pouvait modifier la Constitution pour qu'il demeure au pouvoir. Problème, celui de la conservation du pouvoir. Mais cherchant à le faire, en fait, on rejetait l'alternance démocratique. Et nous avons tenu à dire à plusieurs reprises que la Constitution du 20 janvier 2002 ne le permettait pas. Et l'article 185 de cette Constitution est clair en ce qui concerne la limitation des mandats. Cet article ne pouvait pas, la limitation des mandats ne pouvait pas être révisée. Et nous avons un certain nombre d'autres aspects. Nous avons également relevé à plusieurs reprises que ce changement de Constitution s'est fait en violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine, dont nous sommes membres, qui rejette et condamne tous les changements anticonstitutionnels du gouvernement. Et en plus, il y a la charte africaine et la démocratie des élections de la gouvernance, qui énonce clairement que tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques tendant portant plutôt atteinte à l'alternance démocratique sont des changements anticonstitutionnels de gouvernement et sont passibles de sanctions. Mais nous en sommes membres. Et nous voyons comment on est arrivé à l'approfondissement de la crise. Maintenant, nous savons également que l'Union africaine a tenu des réunions sur cette question à Malabo et autres. La position de l'Union africaine est claire. Elle a fini, même si elle ne l'a pas fait de façon franche, à avoir une attitude qui condamne les changements de constitution. Et nous allons terminer sur cette unité. Et ça, les téléspectateurs l'ont compris. Par la déclaration du président Mamadi Doumbouya, qui a dit clairement lors de la 76e session des Nations Unies que le putschisme, ce n'est pas seulement celui qui prend une arme pour déposer un régime. Les putschistes les plus nombreux qui ne font pas l'objet de la moindre condamnation sont ceux-là qui tripatouillent la Constitution pour demeurer éternellement au pouvoir. Donc vous voyez bien que le problème de la conservation du pouvoir est un problème qui constitue un élément important de la crise politique que notre pays connaît. Au-delà de ça, nous allons aborder d'autres aspects. Nous allons essayer d'en faire une analyse. Nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui se passe et comment on peut en arriver là? Mais nous allons en faire une synthèse. Le premier point que nous allons relever, c'est le fait que le président de la République n'a pas respecté le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. Et par ailleurs, de garantir la paix et la justice en Haïti. Et ça, à notre avis, c'est un aspect qui est extrêmement important. Le deuxième aspect que nous relevons, c'est que le président de la République, comme la plupart
des autres acteurs politiques et même des responsables administratifs, n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002, ce qui est une violation flagrante de la Constitution, qui amène à considérer que la Constitution au Congo n'a pas un caractère extrêmement sacré. Le troisième point sur lequel nous allons revenir, c'est que le président de la République ne peut pas être le président du Parti congolais du travail. Et le quatrième point qui suit, c'est de dire que le PCT n'est pas en conformité avec le Parti congolais, avec la loi. Et ensuite, nous disons que le Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. Et nous constatons que les plus hautes autorités de l'État, en dehors du président de la République, notamment au niveau du Sénat, notamment au niveau de l'Assemblée, notamment au niveau du gouvernement, notamment à travers le pays, sont silencieuses sur toutes ces situations préoccupantes. Ce qui signifie, sous d'autres termes, qu'il n'existe pas de contre-pouvoir. Et c'est extrêmement préoccupant. C'est pour ça que nous allons essayer d'en faire la synthèse sur 3 points sur lesquels nous insistons, sur lesquels nous revenons. Le premier point, c'est la déclaration du président de la France, qui dit clairement que la démocratie, c'est le respect des textes. À commencer par la plus grande de normes en droit, qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Fin de citation. En d'autres termes, ça veut dire que nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'au Congo, il y a des démocrates? Puisqu'on viole de façon flagrante la Constitution, dans l'impunité totale, sans qu'il y ait la moindre revendication, sans qu'il y ait la moindre réaction. Est-ce que c'est normal? La deuxième déclaration à laquelle nous allons faire allusion, et nous allons y revenir fréquemment, mais c'est la déclaration de l'opposant Denis Sassou Nguesso en novembre 1992, lors d'un meeting URD-PCT. Déclaration au cours de laquelle il a dit, j'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas du tout l'accepter. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Et aujourd'hui, je dois dire solennellement à nos amis de l'URD qui sont, et nous l'avons testé, des hommes de parole et d'honneur. Et nous avons dit, que tant que nos partenaires se maintiendront sur ces positions qui respectent les engagements pris, les intérêts des partis, les intérêts de notre peuple, la défense de la démocratie et des libertés, nous resterons fermes sur ces positions et j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que nous avons ainsi réalisé, et vous le voyez, le véritable socle de l'unité nationale et de la paix. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et comment ça se fait que depuis 2002 jusqu'à ce jour, la Constitution est violée? Nous sommes les démocrates. Qu'en pensent les responsables des institutions? Qu'en pensent les contre-pouvoirs? Qu'en pensent les autres éléments? Donc nous à ce point pour dire que la situation doit radicalement être revue et que c'est l'un des aspects importants de la crise économique, de la crise politique et plutôt économique. Comme l'un des derniers aspects sur lequel je réinsiste, mais je l'ai déjà évoqué, c'est la déclaration du président Mamadi Doumbouya sur la conservation du pouvoir.
lorsqu'il déclare que le putschisme, ce n'est pas seulement celui qui prend une arme pour opposer un régime. Les vrais putschistes les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, ce sont ceux-là qui tribatent la Constitution pour démêler au pouvoir. Et cette déclaration du président Mamadi Doumbouya doit faire réfléchir, méditer les gouvernants, les acteurs politiques congolais, les citoyens congolais, pour qu'on se rende compte qu'en réalité, la Constitution doit être considérée comme sacrée. On ne devrait pas du tout la violer. Voilà, chers téléspectateurs, ce que je voulais dire. Maintenant, en conclusion, je pense que les choses sont claires. J'insisterai juste sur quelques aspects. Certains se prononcent déjà pour être candidats à l'élection présidentielle. Certains se prononcent, soi-disant, pour un dialogue. Mais la question, est-ce qu'on tient compte de la crise politique qui secoue ce pays? Je vous ai dit un certain nombre de choses et je tiens à le redire. Le président de la République est en situation délicate de manifeste incompatibilité constitutionnelle. Le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections démocratiques et transparentes. Nous ne serons pas longs sur la question, mais nous tenons juste à dire qu'il faut que nous lions la parole aux actes. Est-ce que les choses sont dites de façon claire? La loi est dure, mais c'est la loi. Elle s'impose à tous. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Et on ajoute, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je crois que les gouvernants congolais, les acteurs politiques, les citoyens congolais doivent prendre conscience que le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle qui a un volet politique extrêmement important. Et nous sommes de ceux qui considèrent que l'aspect économique, social et financier et les autres aspects, la crise des valeurs, la crise morale, mais ne sont que les conséquences de la crise politique. Et si nous voulons sortir de la crise qui touche notre pays, il faut que nous ayons le courage d'aborder les problèmes, de faire des dialogues et de résoudre véritablement la crise politique. C'est pour ça, chers téléspectateurs, que j'ai tenu au cours de cette émission à attirer votre attention et à faire en sorte que nous cernons correctement la situation réellement, que nous ayons le courage de poser des problèmes et que nous ayons le courage de les aborder sans la moindre complaisance. C'est ça qui nous permet de travailler. Alors je terminerai, chers téléspectateurs, en vous disant que je vous remercie pour votre attention. Il ne nous a pas été facile de réaliser l'émission de ce jour. Mais nous nous sommes battus et nous avons tenu, en dépit des problèmes de courant, des autres aspects, à ce que nous respectons l'engagement que nous avons. Aidez-nous à faire en sorte que cet engagement soit toujours respecté. Donc nous vous remercions pour votre attention. Et vous donnons rendez-vous à samedi prochain. Ça sera exactement le samedi 16 novembre 2024. À bientôt. Et j'espère que vous serez fidèles à notre rendez-vous. Merci bien pour votre attention. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grandes instances de Brazzaville. Peuple congolais, les 14 000 milliards des générations futures ont été volés. Nos terres agricoles sont menacées.
d'honnêtes citoyens engagés en politique et dans la société civile, sont catalogués et ciblés par des caciques bien identifiés du pouvoir de Brazzaville. Pourquoi ? Parce qu'ils osent dénoncer leurs crimes économiques qui appauvrissent notre pays et leurs ambitions politiques qui visent la perte de souveraineté de notre très cher beau pays le Congo. Soutenons leur courage et exigeons la fin de l'intimidation et de l'impunité. Ensemble, faisons entendre nos voix pour une justice équitable et un Congo libre. Réclamons le retour de l'argent volé et protégeons les terres de nos ancêtres et de nos paysans. Soutenons les avocats qui se sont engagés à défendre nos droits et nos terres. Notre contribution financière est cruciale. Faisons un don aujourd'hui pour permettre à nos avocats de mener à bien ce combat de survie. Chaque contribution, même minime, est importante. Ensemble, nous devons changer le cours des choses. Ne restons pas les bras croisés. L'avenir de notre pays en dépend.